Je pense que nous allons pouvoir avancer. Alors, je m'assure que notre autre présentateur soit disponible. Bonjour Courtney. Courtney, est-ce que tu voudrais me joindre aujourd'hui? Bonjour Christine, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps, Courtney. J'apprécie beaucoup. Je vais faire une petite présentation de toi, si ça te va? Oui, bien sûr. Je voudrais donc vous présenter Courtney Moll. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille, parfait. Corrige-moi, c'est Moll, c'est ça, hein? Oui, c'est Moll, c'est ça. Ok, désolée. Alors, Courtney est une infirmière qui est à l'hôpital d'Ottawa. Elle a une expérience de 6 ans avec dans le soin auprès des patients qui ont le cancer du rein. Dans son rôle, en tant que générale, elle gère tout ce qui est le soin auprès de patients admis au campus Seven West. Je crois que j'ai entendu parler de Seven West à cette conférence qu'on avait eue, Courtney. Et auparavant, elle est également une infirmière hein, près du lit du patient. C'est vraiment, elle agit auprès des patients, des familles qui font face au cancer du rein. Elle est vraiment qualifiée pour vous informer sur le soin en post-opératoire. Je pense que tu partageras beaucoup d'informations intéressantes parce que nous avons beaucoup de questions tout le temps. Nous n'avons pas toutes les réponses, bien sûr, mais je suis contente que tu sois là pour nous donner l'information dont nous avons besoin. Donc, à toi, cette fois-ci. Parfait, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Alors, j'ai quelques petites diapos rapides pour nous aider à suivre. Est-ce que vous pouvez les voir? Oui, je le vois. Parfait, merci. Bonjour à tout le monde, bon après-midi. Je m'appelle Courtney. Merci Christine de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis ici pour vous parler de ce que vous pouvez vous attendre lorsque vous allez pour un séjour à l'hôpital pour votre chirurgie de néphrectomie totale ou partielle. Je vais présenter les différentes phases de soins auxquelles vous pourrez faire face dans votre préparation. Je vous expliquerai comment vous préparer à la chirurgie, quoi vous attendre le jour de la chirurgie et à quoi ressemblera votre séjour en salle de réveil, séjour à l'unité d'hospitalisation et lorsque vous rentrerez également, comment ça se passera. Peut-être que c'est un temps un peu compliqué pour vous, donc je vais faire de mon mieux pour vous donner des informations claires et concises qui pourront vous aider pour la suite. Alors, donc là, on en a parlé un petit peu sur moi. Je suis une infirmière diplômée spécialisée en urologie, comme Christine a dit. J'ai 6 ans d'expérience auprès du lit du patient. Mon unité se spécialise donc dans des chirurgies diverses, en urologie notamment. En tant qu'unité auprès de patients, on voit les patients après qu'ils aient eu leur chirurgie, après leur anesthésie, et on les prend soin d'eux jusqu'à leur sortie. En tant que responsable des soins cliniques, je travaille avec des membres de l'équipe et des infirmiers merveilleux pour s'assurer que toute l'équipe soit soutenue pour qu'elle puisse donner le meilleur soin possible aux patients. Je travaille également avec les résidents et l'équipe en urologie qui présente un soin énorme et une compassion pour nos patients. Ils ont beaucoup de connaissances et ils travaillent dur pour que les relations soient importantes auprès des patients. Je vais vous amener à travers un voyage pour parler un petit peu de ce que vous pourriez attendre pour votre néphrectomie. J'ai pris des différentes informations de mon hôpital, mais également de différents hôpitaux de différentes provinces. Bien sûr, différents hôpitaux pourraient avoir différents processus, mais je vais essayer de partager différentes choses que j'ai vues à travers mon expérience. Je n'ai pas d'expérience personnellement dans la préadmission ou la rémission, mais j'ai eu des informations de mes collègues et de la préadmission. Et mes collègues m'ont donné des informations et je vais les partager. Donc, vous et votre chirurgien ont choisi que la chirurgie est bonne pour vous. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous pour préopératoire, quelques jours ou semaines avant l'opération. Ça pourrait être en présentiel à l'hôpital ou en virtuel avec le téléphone ou par vidéo. Il est important donc d'avoir différentes informations pour en savoir un peu plus sur vous et pour préparer la chirurgie. Ils vont vous demander des informations sur vos antécédents médicaux et les médicaments que vous prenez éventuellement, que ce soit en ordonnance ou en vente libre, ils veulent savoir tout. Ils vont également vous demander les différents facteurs liés au mode de vie, tels que l'activité, le tabagisme et l'alcool. Il y a quelques petites choses que vous pouvez faire pour préparer votre corps
avant la chirurgie. Comme ça, vous pouvez vous permettre de guérir plus vite après. Il est recommandé d'augmenter ou de garder votre niveau d'activité. Si vous le pouvez, augmenter le taux d'activité que vous faites, comme tolérer, marchez un peu plus long, étirez-vous, essayez de faire des exercices de mobilité et d'équilibre. Ça peut également être bénéfique de lire également, parce que ça sera quelque chose d'important dans votre moment pour vous recouvrir. Vous serez peut-être fatigué, donc peu avant la falle, ça vous permettra donc de vous reposer avant. Il est recommandé également d'arrêter de fumer avant la chirurgie. Vous pourriez être à risque de complications ou d'infections. Au minimum, vous ne devriez pas fumer le jour de l'opération. Il est également recommandé d'arrêter de boire de l'alcool au moins 4 semaines avant votre opération, même si vous ne pouvez pas arrêter l'arrêter totalement. Réduire la quantité d'alcool que vous buvez 4 semaines avant la chirurgie sera utile pour votre rétablissement. Il est important que vos docteurs sachent la quantité d'alcool que vous prenez pour pouvoir suivre le sevrage alcoolique, ce qui pourrait être dangereux. Maintenant, nous sommes quelques jours avant l'opération. Votre chirurgien pourrait vous donner des instructions spécifiques quelques jours avant votre opération par rapport aux différents médicaments. Généralement, il est recommandé d'arrêter de prendre des anti-inflammatoires tels que Advil, Motrine, Elive, etc. avant l'opération. Si vous êtes sur des anticoagulants, votre chirurgien pourrait vous demander d'arrêter de les prendre quelques jours avant. Il pourrait avoir des instructions également si vous prenez des médicaments pour la tension. Le Tylenol, généralement, il n'y a pas de souci avec, sauf si c'est indiqué autrement. Ok, maintenant nous sommes la veille de l'intervention. Votre chirurgien vous donnera les instructions pour vous préparer par rapport au jeûne. Certains chirurgiens vous demanderaient de ne pas manger à minuit avant le jour de l'opération. Certains vous demanderaient de boire, par exemple, du jus de pomme jusqu'à quelques heures avant l'intervention. Peu importe quelles que sont les instructions, une chose reste, c'est qu'il vous faut arrêter de manger à minuit la veille de votre intervention. Préparez votre sac. Si vous avez besoin, emmenez votre dentition, vos lunettes, vos appareils auditifs. Amenez-les dans des boîtes, donc dans des boîtes qui sont labellisées pour que l'on puisse le savoir. Autre que certains éléments, médicaments comme des inhalateurs, n'emmenez pas vos médicaments à l'hôpital, sauf si on vous le dit autrement et que votre chirurgien le dit. L'hôpital vous donnera tous les médicaments pendant votre séjour. Gardez tous vos objets de valeur à la maison. Si vous devez amener votre téléphone, notez quelque part. Il est recommandé, en tout cas, de le laisser chez vous avec un membre de famille, et ensuite, comme ça, quelqu'un pourra l'amener lorsque vous serez dans votre chambre finalement. Le jour de l'opération, finalement, je vais vous donner des préparations, des éléments d'hygiène pour vous préparer chirurgicalement à l'opération. Nettoyez-vous dans la douche. Si vous n'avez pas le temps le matin de votre opération de le faire, le soir d'avant, ça sera OK, même s'il est recommandé de le faire le jour même. Si vous avez une opération par la laparoscopie, eh bien, assurez-vous que voilà, que vous soyez propre. Ne mettez aucune lotion sur votre peau après la douche. Peut-être qu'on vous demandera de nettoyer votre peau avec un nettoyant particulier pour éviter tout risque d'infection. Si on ne vous a pas demandé de le faire, pas de souci. Voilà, le chirurgien le fera avant l'opération. Rincez votre bouche et lavez vos dents bien comme il faut pour éviter donc toute infection avec le tube euh, de respiratoire. Enlevez tout le vernis, le maquillage, les tout ce qui est ongles vernis et couleurs donc sombres peuvent empêcher d'avoir une bonne mesure de votre niveau d'oxygène. On vous donnera également des informations sur où arriver à l'hôpital. Amenez votre carte de santé si vous avez une mutuelle ou autre. N'hésitez pas à l'emmener. Si vous avez donc une mutuelle privée, ce n'est pas garanti, mais on essaiera de faire de notre mieux pour que ce soit pris en charge. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on vous prendra en charge dans l'unité de soins préopératoires. Votre chirurgien répondra à toutes vos questions avant la chirurgie. Vous serez évalué pour voir si vous êtes en bonne condition pour continuer.
Ensuite, on vous conduira dans la salle d'opération et le chirurgien et les infirmières s'assureront que tout est bon pour continuer, que eux également le sont. L'anesthésiste discutera avec vous pour savoir si vous avez besoin d'une épidurale. Il vous donnera des informations également par la suite pendant l'opération. Après que l'opération soit faite, ils vont vous réveiller lorsqu'il est temps de le faire et donc vous serez emmené dans la salle de réveil. C'est l'unité de soins post-anesthésiques ou PSCU, PQ. Dans le PECU, vous serez sous le soin d'infirmières formées particulièrement pour vous aider à vous réveiller de votre anesthésie et surveiller également votre douleur. Ils suivront vos informations telles que vos fréquences cardiaques, etc., pour s'assurer que vous êtes en bonne rémission, rétablissement. Peut-être que vous serez fatigué, désorienté à ce moment-là, mais les infirmières vous rassureront que vous êtes en bonne santé en tout cas. Peut-être que vous trouverez qu'il y a des tubes, Vous allez des peut-être vous rendre tuyaux qui compte sont qu'il y a attachés à des votre fils, corps. des Il est drains, des tubes qui important. sont attachés à vous. Il est important que vous ne touchiez à rien, rien qui est connecté à vous. Si vous semble que quelque chose ne va pas, dites-le à votre infirmière immédiatement. Ça, c'est vrai pour tout votre séjour à l'hôpital. Il pourrait y avoir des tubes dans votre nez ou alors un masque sur votre nez pour vous délivrer de l'oxygène. Vous pourriez avoir plusieurs perfusions, donc des intraveineuses pour vous donner des fluides ou des médicaments. Vous pourriez avoir une pompe à douleur si vous en avez une, l'infirmier ou l'infirmière vous expliquera comment l'utiliser de manière appropriée lorsque vous serez un peu plus rétabli. Il vous bien une épidurale dans votre colonne vertébrale ou alors ça peut être intraveineux. Si vous avez eu une néphrectomie ouverte ou laparoscopie, vous allez peut-être avoir des incisions ou voilà, vous pouvez avoir soit une ouverture grosse ou donc une blessure refermée, mais quoi qu'il arrive, vous devez évaluer, les infirmiers vont évaluer tout cela après de manière très régulière pour voir toute préoccupation. Vous pourriez avoir des cathéters insérés aussi après dans votre vessie après l'opération pour toujours faire un suivi de vos urines après l'opération. Vos médecins et vos infirmiers et infirmières pourront donc regarder vos urines et vous dire si quelque chose ne va pas. Vous pouvez aussi avoir des drains dans votre abdomen. Cela peut être pour aider la zone chirurgicale à mieux soigner ou pour faire un suivi pour des complications possibles. Sur vos jambes, vous allez peut-être avoir des chauffe-jambes qui sont censés aider le flot sanguin lorsque vous êtes au lit, lorsque vous êtes on les appelle des SCD. Il s'agit ici de compression et d'éviter les thromboses veineuses ou donc les caillots. Cela sera pour éviter que vous ayez une thrombose veineuse profonde parce que vous ne vous déplacez pas beaucoup après l'opération, vous êtes au lit. Selon l'hôpital, il pourrait n'y avoir pas de visiteurs permis dans la zone de rétablissement, ce qui permet au personnel d'être complètement concentré sur vous. Votre chirurgien va appeler vos proches après l'opération pour leur dire comment cela s'est passé. Si votre chirurgien ou chirurgienne veut vous faire un suivi, vous évaluer pendant la nuit ou plusieurs jours, on vous fera passer dans une autre unité où on vous assignera dans un nouveau lit. Et c'est là que vous arriverez donc à moi. Lorsque vous êtes en sécurité et stable et que vous pouvez quitter la zone de rétablissement, l'infirmière qui s'occupera de vous dans ce lieu-là vous fera passer à l'unité inpatient et donc on vous mettra dans un nouveau lit de deux façons différentes avec une transmission entre les infirmiers. On peut utiliser une planche pour vous faire passer de votre lit jusqu'au suivant et on peut, si vous êtes en état suffisant, l'infirmière peut vous aider à vous lever et faire quelques pas vers votre nouveau lit. C'est nouveau, l'équipe infirmière va vous poser beaucoup de questions et s'assurer que vous êtes à l'aise et que vous pouvez vous reposer. Il y a de fortes chances que la première nuit, vous serez réveillé pendant la nuit pour vérifier vos tubes, vos incisions, vous donner des médicaments pour garder la douleur sous contrôle, etc. Il est attendu qu'il y ait un degré certain de douleur après l'opération. Notre but est de garder la douleur contrôlée à un niveau où vous pouvez toujours bouger. Si la douleur vous empêche de bouger, faites-le savoir à vos infirmiers et infirmières afin qu'ils puissent faire une planification de gestion de la douleur avec vous. Si on vous a donné une pompe à douleur, une pompe antidouleur, assurez-vous que vous savez vous en servir de manière appropriée et demander l'aide au personnel infirmier. On vous donnera donc un bouton sur lequel vous pouvez appuyer lorsque vous ressentez de grosses douleurs. Cela peut être extrêmement utile lorsqu'on rentre et qu'on sort du lit
En général, il s'agit d'une utilisation très courte, 24 ou 48 heures après l'opération, pour l'utilisation de ces pompes à douleur. Si vous avez une épidurale, votre infirmière va vérifier si vous manquez de ressenti dans certaines zones. Ils vont souvent utiliser de la glace pour faire ceci. Et ils vont aussi vérifier que vous pouvez bouger vos bras et vos jambes correctement et que vous n'avez pas d'effet secondaire de votre épidurale. Vous pouvez aussi, on peut vous donner des médicaments oraux pour contrôler votre douleur. En général, le Tylenol est donné de manière très régulière pendant quelques jours après l'opération pour contrôler la douleur. De plus, on peut aussi vous donner des narcotiques par voie orale si vous n'avez pas une pompe à douleur ou si vous n'en avez plus besoin. Pour ce qui est des intraveineuses, vous aurez très certainement d'une hydratation, potentiellement des médicaments qui seront perfusés par voie intraveineuse après l'opération. Votre médecin va arrêter les fluides par intraveineuse lorsque vous pourrez boire correctement. Peut-être que la perfusion va rester dans votre bras jusqu'à ce qu'on soit prêt à vous faire laisser sortir de l'hôpital. Même si elle n'est pas utilisée, elle pourrait être gardée en place juste au cas où il y aurait une urgence ou une complication. Il est important, lorsque vous vous ajustez à l'intérieur du lit ou que vous rentrez, sortez de votre lit, de faire attention avec les tubes pour qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne sortent pas de la peau. Si cela arrive, ne vous en faites pas. Vous pouvez juste le dire au personnel infirmier et ils en placeront une nouvelle si nécessaire. Par rapport à votre vessie, votre cathéter de vessie va rester en place jusqu'à ce que le chirurgien, la chirurgienne dise qu'on peut l'enlever. Le personnel infirmier enlèvera complètement le cathéter. En règle générale, une fois que le cathéter a été enlevé, les infirmiers vont faire un suivi ou une évaluation pour vérifier que vous pouvez uriner correctement. Ils vont peut-être mesurer la quantité de vos urines et garder à l'œil s'il y a du sang ou pas dans les urines. Une fois que vous avez utilisé les toilettes, il pourrait utiliser une échographie, une petite machine à échographie pour vérifier s'il reste des urines dans votre vessie une fois que vous êtes allé aux toilettes. Après, par rapport à vos intestins, les médecins et les infirmiers vont certainement vous demander régulièrement si vous avez fait passer des gaz. C'est en général un indicateur que donc votre système digestif fonctionne. Si vous avez eu une opération laparoscopique, les chirurgiens vont insérer de l'air dans votre abdomen pendant l'opération afin de pouvoir mieux voir le site de l'opération. Après l'opération, il peut y avoir des véritables inconforts. Vous pouvez vous sentir gazeux et donc, il est très important de se débarrasser de cet air. Le chewing-gum peut beaucoup aider pour ça et donc passer des gaz. Il est possible que vous puissiez devenir être constipé après l'opération à cause de l'utilisation des substances narcotiques qui sont un type de médicament pour la douleur. Lorsque vous passez des gaz, on va peut-être utiliser des médicaments anti-constipation pour vous permettre de retrouver des mouvements d'intestin corrects. Et parce que si ce n'est pas le cas, vous pourriez avoir des risques de blessures sur le site de l'opération. On ne s'attend pas à ce que vous ayez vos premiers mouvements d'intestin, donc que vous soyez allé à la selle. On ne s'attend pas à ce que ce soit avant que vous sortiez de l'hôpital. Mais si dans les jours qui suivent, vous n'en avez toujours pas, vous devez contacter votre chirurgien. Également, si vous vomissez régulièrement ou si vous avez des problèmes digestifs et que vous êtes à la maison, vous devriez sûrement revenir à l'hôpital. En termes de la mobilité, pour le premier jour après l'opération, nous attendons en général que vous soyez assis sur une chaise pour manger et on vous aidera à marcher un petit peu plusieurs fois dans la journée. Vous serez très certainement toujours fatigué, vous aurez besoin d'aide et c'est OK, c'est pour ça que nous sommes là. En termes de régime alimentaire, vous n'aurez peut-être pas très faim et c'est normal. Vous devez prendre des petites bouchées et manger lentement. Assurez-vous surtout que vous buvez beaucoup de fluides. Parfois, les médicaments de l'opération ou les médicaments antidouleurs peuvent causer des nausées chez les patients. Faites-le savoir au personnel infirmier et ils pourront peut-être vous donner quelque chose pour vous aider sur ce plan-là. Donc voici quelques petites choses que vous pouvez faire pour essayer de prévenir les complications dues à l'opération. Donc les exercices des chevilles sont assez importants. Si vous n'avez pas la machine qui vous compresse les jambes, comme dans le service de rétablissement, et que vous passez une grosse partie de votre temps au lit, vous devriez essayer de faire des exercices de cheville 10 fois par heure lorsque vous êtes éveillé. Donc vous pointez vos orteils et vous fléchissez-les et vous faites des cercles avec vos chevilles, à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens. Tout cela pour éviter les caillots sanguins dans vos jambes ou les thromboses. On peut aussi vous donner un fluidifiant du sang avec le personnel infirmier et qu'on vous injectera sous la peau une ou deux fois par jour pendant que vous êtes à l'hôpital pour réduire le risque de caillots encore plus. Après l'opération, on a tendance souvent à respirer de manière plus courte, avec des respirations plus courtes, souvent à cause des médicaments qui ont été donnés pendant l'opération ou parce qu'on n'est juste pas aussi actif que d'habitude.
Faire des exercices de toussement et de respiration profonde vont aider vos poumons à se débarrasser des sécrétions en trop. Vous pouvez faire cela en prenant par exemple une couverture ou un oreiller, le mettant sur votre ventre et en prenant des respirations profondes à travers vos narines pendant 5 secondes et puis expirer par la bouche. Après 5 respirations profondes, on vous demande aussi de tousser pour essayer d'excréter toutes les sécrétions qui pourraient être présentes. C'est à ce moment-là que l'oreiller va devenir bénéfique parce que cela peut se presser contre votre ventre pour protéger le site de l'opération. Parfois, la toux peut créer une douleur situationnelle, mais elle devrait disparaître rapidement et la douleur devrait diminuer à chaque fois que vous faites les exercices de toussement. Se mettre au lit et sortir du lit de manière sécurisée, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous êtes admis dans l'unité, on va vous donner une alarme ou une cloche, entre guillemets, pour pouvoir appeler le personnel infirmier. Ne sortez pas du lit seul ou seul dans les premières heures après l'opération. Lorsqu'il faut sortir du lit pour la première fois après l'opération, le personnel infirmier va vous aider. Ils vont vous montrer comment protéger les incisions de la chirurgie, prévenir la douleur et garder tous les drains et tous les tubes en place, tout en se montant dans le lit ou en sortant. Il est important de ne pas utiliser vos muscles abdominaux autant que possible pour essayer de prévenir que les incisions aient des dommages et pour aussi éviter la douleur. Pour passer de la position allongée à la position assise, vous pouvez vous rouler sur le côté et ensuite vous poussez vous-même pour vous asseoir, mais vos infirmiers seront capables de vous montrer comment le faire de la bonne façon. Et si vous n'y arrivez pas seul ou seul, c'est pour ça que nous sommes là. Il est important de prendre les choses lentement parce que parfois, en passant de la position allongée à assise ou assise à debout, peut créer d'avoir la tête légère, d'être un peu étourdi et ça peut durer plusieurs minutes. On vous aidera dans ce cas à vous rallonger et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Donc, votre chirurgienne vous saura lorsqu'il est temps pour vous de rentrer chez vous, lorsque vous aurez atteint quelques étapes avant de pouvoir sortir. Donc, vous mobilisez bien. Si vous avez déjà utilisé une aide à la marche, on ne s'attend pas à ce que vous soyez prêt à marcher sans cette aide à la marche. Donc, ce sera adapté à votre mobilité, bien sûr. Que votre douleur soit bien contrôlée avec des médicaments par voie orale, que vous tolérez bien la nourriture et les liquides, que vous passez des gaz et que vous êtes en mesure d'uriner. Il est possible qu'on vous laisse sortir de l'hôpital avec toujours le cathéter urinaire, mais votre chirurgien vous dira si c'est le cas et donc vos infirmiers vous expliqueront comment vous en occuper chez vous. Les instructions à la sortie de l'hôpital, elles sont relativement standards pour la plupart des patients et des patientes, mais je vais tout de même être rentré un peu plus dans les spécificités de la néphrectomie. En général, les signes d'urgence ou les avertissements d'urgence, appelez directement votre médecin ou allez aux urgences si vous avez ces signes ici, des difficultés à respirer, des douleurs dans votre poitrine, des nouveaux gonflements dans vos jambes, vos mollets ou des douleurs. C'est souvent un signe qu'il peut y avoir un problème de thrombose ou un caillot dans votre corps et il faut venir faire voir ça très vite. Si vous avez une fièvre au-dessus de 38 degrés pendant plus de 24 heures, cela peut aussi indiquer une infection potentiellement. S'il y a beaucoup de douleurs ou de nouvelles douleurs, des gonflements, des rougeurs ou des saignements de votre blessure, de votre incision, ou si elle change de couleur, ou s'il y a un liquide qui en sort ou qui change de couleur, si vous avez des problèmes d'estomac ou si vous vomissez énormément et que cela ne passe pas après 24 heures, ou si vous avez beaucoup de sang dans vos urines ou vous voyez des caillots qui passent dans vos urines. Pour s'occuper de la blessure de l'incision, les douches sont OK. Il vaut mieux essayer d'éviter les bains, les saunas ou dans une baignoire, etc., de garder l'incision dans de l'eau chaude longtemps. Il faut utiliser de l'eau ouverte, bien rincée, bien savonnée et bien séchée. Si vous avez des petits stéristrips ou des petits on va vous demander de faire un suivi après 7 ou 10 jours après votre opération. S'ils ne sont pas tombés naturellement, au bout de 10 jours, vous pouvez les enlever pendant la douche sous l'eau. Si vous avez des agrafes, votre infirmier ou votre médecin va vous fournir un appareil pour enlever les agrafes que vous puissiez amener dans une clinique ou à votre généraliste, en général dans les 10 ou 14 jours après l'opération. Là, il s'agit de quelque chose de plus spécifique aux néphrectomies par voie ouverte. C'est normal qu'il y ait un peu un liquide qui soit excrété au niveau de l'incision, un peu légèrement rose, mais ça devrait être de moins en moins chaque jour. Regardez les gonflements, les saignements sur le site de l'incision. Si vous voyez un changement dans la ressemblance de votre incision ou de comment elle est, consultez votre médecin. Et si vous êtes vraiment, vraiment préoccupé, allez aux urgences.
Au niveau du contrôle de la douleur, évitez les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les NSAIDs, donc l'Advil, l'ibuprofène, le Celopax, etc. Nous en avons un peu parlé un peu plus tôt, mais ça revient ici. Cela peut endommager votre fonction rénale, donc il faut vraiment éviter ces médicaments-là. Pour contrôler votre douleur, vous serez en mesure de prendre du Tylenol, que ce soit force régulière ou force extra, de façon régulière pendant les premières 24 ou 48 heures en règle générale après l'opération, et vous pouvez en prendre de moins en moins ou de moins en moins fréquemment quand votre douleur commence à disparaître. Vous ne devriez jamais dépasser 5 grammes de Tylenol sur une période de 24 heures. Si votre douleur n'est toujours pas sous contrôle, grâce au Tylenol, on va peut-être vous donner une prescription pour des produits narcotiques qui doivent être utilisés avec beaucoup de modération et à la dose la plus basse possible qui contrôle votre douleur. Les effets secondaires des narcotiques sont une sécheresse, de la constipation et souvent la tête légère aussi, un étourdissement. Ces prescriptions, on va peut-être vous donner donc des médicaments anti-constipation qu'il faudra utiliser ou peut-être des médicaments de fluidification du sang. Pour votre régime, vous pouvez recommencer votre régime alimentaire habituel, à moins qu'on vous ayez dit l'inverse, et continuer à boire beaucoup de fluides pour garder vos urines claires ou d'un jaune très pâle. En règle générale, à moins que vous soyez sur un régime restreint en fluide, auquel cas votre chirurgien vous dira, mais en général, on recommande 2 litres d'eau. Au niveau des activités et des restrictions, il est fortement recommandé que quelqu'un reste avec vous la première nuit ou les quelques premières nuits où vous êtes rentré chez vous, juste au cas où quoi que ce soit se passe. Il ne faut pas porter de charge lourde pendant à peu près 4 ou 6 semaines. Cela inclut aussi tirer et pousser. Il vaut mieux éviter de pelleter de la neige ou de tondre votre pelouse, par exemple, c'est-à-dire tirer et pousser. Et c'est particulièrement important, par exemple, maintenant, puisqu'il neige. Marcher ou faire un jogging léger selon votre douleur et votre tolérance à la douleur peut être intéressant et recommencer vos activités comme vous le tolérez de manière graduelle. Par rapport à la conduite, il ne faut pas conduire lorsque vous êtes sous l'effet des narcotiques et au moins après 24 heures après les avoir pris. Comment savoir si vous pouvez conduire? Il faut voilà, vous entraîner à appuyer sur les freins quand votre voiture est à l'arrêt. Si vous êtes capable de mettre le frein à fond et que votre douleur est toujours sous contrôle, alors vous êtes sûrement en mesure de conduire tant que vous ne prenez pas en tout cas ces produits narcotiques. Par rapport au suivi, en général, votre chirurgienne va vous recommander de faire un suivi avec votre médecin généraliste, surtout s'il y a des changements par rapport à vos médicaments habituels. Faire un suivi en quelques semaines avec votre chirurgien. En général, ils vont vous appeler pour faire un rendez-vous. Et durant ce rendez-vous, ils auront vos résultats de pathologie et ils pourront revoir ces résultats avec vous à ce moment-là. Et il y a aussi une bonne ressource qui est au téléphone ou en ligne, qu'on appelle telehealth, donc la santé téléphonique. Ça peut être très utile en particulier, mais s'ils ne sont pas ceux qui ont fait l'opération sur vous, ils vous aideront peut-être un peu moins de ce côté-là, mais ils auront des informations générales pour vous. Et si vous avez des questions, bien sûr, sur les médicaments, vous avez une très bonne ressource qui est votre pharmacien. OK, donc cela conclut ma partie pour ma présentation. Je suis heureuse de répondre aux questions si quiconque a des questions et j'espère que cela a été utile, aidant, plein de connaissances et je vous remercie énormément de votre écoute. Pardon, c'était super, Courtney. Merci beaucoup. Ben, j'ai des questions moi-même. Je vois que tu as des pouces, des cœurs qui apparaissent ici. Donc, j'encourage quiconque pourrait avoir des questions dans nos participants, participantes. Vous tapez-les dans le Q&A, Question as an Answer, ou dans le chat sur votre écran Zoom et on essaiera d'y répondre au mieux que l'on peut. Mais en tout cas, tu as soulevé tellement de points super. Je dois sortir mes notes. Alors, tout d'abord, numéro un, l'une des choses dont tu as parlé, que tu as mentionné, c'était se préparer à l'opération et la respiration profonde et augmenter son activité physique et manger bien. Et on va avoir une conversation là-dessus un peu plus tard sur un programme qui s'appelle Cancer Path. Et c'est un programme quotidien qui suit cette routine justement et c'est en général plutôt pour les patients qui sont en rétablissement ou juste après. Mais je pense que cela pourrait être adapté à rentrer en chirurgie pour une opération si vous savez que vous avez un diagnostic et que cela vous donne déjà des idées et des informations sur comment vous préparer à votre opération. Et tu as donné de très, très bons points là-dessus. Un point sur lequel j'avais une question, c'est lorsque donc, tu as eu l'opération,
lorsqu'on a eu l'opération et que la zone abdominale est très sensible, bien sûr. Est-ce que tu as des petites astuces sur comment sortir du lit correctement? J'ai entendu utiliser, plutôt que de s'allonger dans le lit, d'utiliser un lazy boy. Oui, est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Oui, alors je ne suis pas trop rentré dans les détails effectivement sur cette partie parce que je n'avais pas tant de temps que ça, mais pour entrer et sortir du lit après l'opération, si vous êtes à l'hôpital, si vous êtes dans un lit d'hôpital, vous pouvez utiliser les boutons qui sont sur le côté pour monter ou la tête de lit ou la baisser et aussi mais lorsque vous êtes à la maison, vous n'aurez peut-être pas cette option. Et donc, nous suggérons que, par exemple, si vous avez eu la néphrectomie du côté droit, sortir du lit du côté gauche, bien sûr, pour ne pas vous faire rouler sur le site de l'incision, sur le côté de l'incision, mais plutôt rouler de l'autre côté. Si vous vous faites rouler sur le côté et qu'ensuite vous mettez les lampes sur le côté du lit et que vous utilisez vos armes, vos bras pour vous aider et que vous êtes donc assis au bord du lit, en faisant cela, vous utilisez vos muscles abdominaux aussi peu que possible et vous engagez vraiment vos bras et vos jambes pour vous aider autant que possible. J'espère que cela est utile. Oui, c'est très utile. Et de la même manière, si vous êtes assis sur votre fauteuil ou une chaise, voilà, il y avait cette idée d'avoir l'oreiller sur le ventre quand on essaye de se lever. Est-ce que ça aide aussi? Oui, cela peut aider également. On appelle ça le splinting. Donc, c'est exemple, si vous tenez une couverture pliée ou un petit oreiller sur votre abdomen, cela peut fournir un peu un embrassement à la zone chirurgicale et donc vous n'avez pas besoin d'utiliser vos muscles abdominaux autant en faisant cela. C'est plus bénéfique, j'en ai parlé sur le fait des exercices de tout sautement, de tout, ou si vous voyez que vous allez éternuer, c'est très bien d'attraper son oreiller et juste de le plaquer contre son ventre pour essayer d'avoir un peu plus de soutien dans cette zone-là. Et cela peut être également utile lorsqu'on essaye de se mettre debout et aussi donc pour les toussements et pour les éternuements. C'est donc cette compression ajoutée grâce à l'oreiller. Oui, c'est une super idée, effectivement. Nous avons certains patients qui ne prêtent pas vraiment attention. Quel est le standard en règle générale? Est-ce que c'est vrai que 6 semaines pour pas de charge lourde ou ces activités qui pourraient utiliser votre cœur abdominal, enfin qui pourraient utiliser votre ceinture abdominale? Oui, tout à fait, il faut suivre cette recommandation. Il est très important que vous, même si vous êtes parfaitement fonctionnel avant l'opération et que vous vous sentez parfaitement fonctionnel, après, faites semblant que vous ne l'êtes pas. Parce que cela pourrait être, si vous faites des choses que vous n'êtes pas censé faire parce que vous pensez que vous pouvez les faire, là, vous pourriez créer des dommages à l'intérieur de vous. Et si vous avez des petites incisions dans l'abdomen, c'est sur l'extérieur, on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose de grave qui se passe, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sous la peau, des choses qu'on ne voit pas à l'intérieur. Et donc, faire vraiment attention, être vraiment précautionneux pendant plusieurs semaines après l'opération peut permettre de s'assurer qu'il n'y aura pas de complications. Par exemple, si vous vous sentez vraiment bien et que vous dites, OK, je vais aller sortir les poubelles et qu'elles sont très, très lourdes. Oui, mais je me sens bien. Cela pourrait créer des problèmes. Euh, on a eu quelques patientes Alors, qui ont certains fini avec patients ont des eu des hernies hernies, en à cause de effet, quelque chose parce comme ça. que Et ça, ce c'est n'est quelque chose vraiment vraiment pas qu'on quelque ne veut chose que vous pas souhaitez avoir après une chirurgie après abdominale une parce que ça opération signifie souvent abdominale, parce encore que plus parfois, de ça veut dire chirurgie. encore plus de problèmes. Et Et j'ai vu j'ai aussi également vu aussi avec les néphrectomies avec partielles. des néphrectomies partielles, parce qu'il y a un risque de saignement. Euh, que des choses se passent bien et parfois ils sont peut-être un peu trop braves par rapport à certaines choses et ils doivent faire marche arrière parce qu'ils ont recommencé à saigner par la suite. Mais en tout cas, ça se passe, ça arrive. Euh, et parfois, ça peut se produire également que ces complications se passent, même si vous étiez hyper attentif. Bien sûr, parfois, ça se passe de toute façon. C'est une bonne chose en effet d'être conscient. Euh, des choses à savoir et d'être attentif. Je pense que ce sont les deux éléments clés. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, on a beaucoup de questions sur le fait de manger différentes nourritures avant d'aller en chirurgie. Je sais que tu as dit une bonne nutrition, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommandes à tes patients? Euh, alors, j'avais mentionné un peu plus tôt et je suis pas familière avec la phase préopératoire et le soin en général, mais une chose qui est souvent présente, c'est que le jour avant la chirurgie, manger donc des repas hauts en protéines le soir, ça pourrait être utile avec les niveaux d'énergie de la journée d'après.
Parce que comme ça, voilà, vous restez, vous ne mangez pas le reste de la journée, donc au moins ça vous donne de l'énergie. Ça peut être utile, mais en termes de avant quelques jours ou quelques mois avant l'opération, assurez-vous, voilà, de peut-être que ça serait utile en tout cas d'essayer de manger de la nourriture riche en fibres pour avoir une motilité intestinale intéressante, pour voir comment ça se passe, pour savoir après en post-opératoire s'il y a un problème. Parce que si vous allez tous les jours aux toilettes et que après l'opération vous n'y avez pas été depuis quelques jours, ça pourrait être différent de quelqu'un qui y va tous les 3 jours, par exemple. Donc c'est savoir connaître votre corps et quelle est sa routine, ça peut être utile. Ça c'est un bon point. Regardez quelle est la routine de votre corps avant d'aller en l'opération, pour ne pas avoir peur si c'est un peu différent après l'opération. Prenez attention donc aux signes d'avertissement que vous obtiendrez par cela. J'étais assez surprise avec des instructions sur le fait de conduire. Parce qu'on a toujours des questions sur quand est-ce que je peux conduire. Et c'est 3 jours plus tard, par exemple. Mais ça, c'était un très bon point. Donc, il n'y a pas de règle définitive, hein, mais c'est lorsque vous vous sentez à l'aise et que vous pouvez gérer le fait de voilà, freiner assez rapidement. Et parfois, hein, peut-être que vous seriez surpris à nouveau lorsqu'on revient, je pense, avec le fait de ah, je pense que je peux le faire. Et en fait, ben, vous allez vous dire peut-être que pas, peut-être pas en fait. Alors, je pense que ce sont, voilà, les éléments clés. Je suis vraiment content parce que nous aurons après des diapositives. Comme ça, si quelqu'un qui va bientôt se faire opérer, ou peut-être moi-même, je ferai attention en tout cas à toutes ces informations très importantes que tu nous as données. Et voilà, on les aura, ils seront sur notre site disponibles. Comme ça, si quelqu'un vient par la suite l'année prochaine, quelqu'un qui aura une chirurgie, elle pourra regarder cette personne à quoi s'attendre. Donc c'est des informations très importantes pour nos patients. Je te remercie énormément en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ta journée et de nous avoir donné des informations très importantes. Merci Christine. Merci. À bientôt.